Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'interview depuis Bangui en Centrafrique. À l'approche du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, Anissé Georges Dologuélé, président de l'Union pour le renouveau centrafricain et ancien Premier ministre, se présente une nouvelle fois devant les Centrafricains avec l'ambition de reconstruire un État solide, transparent et économiquement viable. Dans cet entretien, il expose les solutions qu'il propose pour la sécurité, la gouvernance et le développement du pays. Monsieur Anissé Georges Dologuélé, bienvenue chez Africa 24. Merci bien, merci. Alors, à l'élection présidentielle de décembre 2020, vous aviez obtenu 21,69% des suffrages exprimés, arrivant en deuxième position. Comment votre campagne de 2025 compte-t-elle spécifiquement capitaliser sur votre score de 2020 pour élargir votre base électorale et inverser la tendance en votre faveur face à l'alliance au pouvoir? Oui, déjà en 2020, je n'avais pas obtenu 21%. On m'a annoncé 21%, mais vous avez vu que le vrai score était 31%. Et 31% sans bouger de Bangui, donc sans faire campagne. Donc ça veut dire que j'ai une base électorale solide et que mon adversaire n'en a pas. Donc aujourd'hui, il a 10 années de gestion du pays, donc 10 années d'échec. Et je veux capitaliser sur cela pour récupérer ce qui lui restait comme électorat. Alors, votre carrière au sein du pouvoir exécutif, notamment en tant que ministre des Finances et du Budget pendant 5 ans, puis brièvement comme Premier ministre, vous confère une connaissance approfondie des défis structurels de la RCA. Aujourd'hui, en tant que candidat à la présidence avec votre parti, comment comptez-vous vous démarquer des politiques économiques et de gouvernance que vous avez vous-même contribué à l'époque? Écoutez, j'ai une grande expérience des questions économiques et financières. D'abord en tant que banquier central, ensuite comme ministre des Finances pendant 2 ans, mais il y a 27 ans. Ensuite, comme Premier ministre, il y a 25 ans, mais surtout comme président d'une grande banque de développement, la BDAC. Donc, tout ce qui est problème de développement, c'est mon rayon, on va dire. Et quand j'étais ministre des Finances, j'ai fait beaucoup de réformes, des réformes très courageuses pour restructurer un peu les finances publiques parce que l'économie était détruite. Aujourd'hui, j'ai 10 années d'observation de la vie politique comme opposant. 10 années d'observation des échecs, tout au moins d'absence d'initiative, ou plutôt des initiatives pour juste brouiller les cartes et rien de concret. Donc j'ai eu le temps de construire un vrai programme pour relancer l'économie centrafricaine et redresser les finances de l'État. Parmi ces échecs-là, quelles sont les propositions que vous allez faire justement? Dans tout, sur l'agriculture, vous savez que la majeure partie de la population active est dans le secteur agricole, plus de 60% de nos populations, et qui n'en vivent pas parce qu'on leur permet juste de cultiver des petits lopins de terre. Je vais faire en sorte que l'agriculture leur apporte de l'argent, donc de l'agriculture commerciale, que ce soit une activité qui rapporte de l'argent comme dans les autres pays d'Afrique, l'élevage, l'artisanat, lancer les jeunes dans le commerce, dans toutes les activités qui rapportent de l'argent, parce que pour le moment, l'unique métier qui attire la jeunesse, c'est le fonctionnariat. On ne peut pas avoir 100 000, 200 000 fonctionnaires. Il y a des milliers de jeunes, ils représentent 75% de la population. Donc il faut les entraîner pour qu'ils s'intéressent aux affaires, qu'ils s'intéressent au commerce, créer des conditions pour qu'ils puissent investir dans ce domaine. L'accès à l'électricité reste inférieur à 15% au niveau national. Quel objectif chiffré souhaitez-vous atteindre d'ici 2030 et comment comptez-vous financer l'expansion des infrastructures énergétiques? Quand j'étais président de la BDAC et que M. Touadéra était Premier ministre, j'étais venu les voir avec tous les projets hydroélectriques de la République centrafricaine. Et nous avons un potentiel important. Il suffisait juste d'en commencer au moins un. Donc je les connais tous. J'ai un plan pour développer l'hydroélectricité dans le pays, ainsi que le solaire et
à grande échelle dans les grandes villes et à petite échelle dans les villages, faire de l'électricité villageoise. Donc j'ai un plan précis sur la question de l'électricité, parce que sans l'électricité, rien ne peut se passer dans un pays. Vous ne pouvez pas faire de l'industrie, en fait, vous ne pouvez rien faire. Les hôpitaux ne marcheront pas, les écoles non plus, il n'y a rien qui marche. Donc vraiment, l'électricité est une priorité dans mon programme. La sécurité est un sujet majeur en Centrafrique. Le taux de scolarisation est perturbé par les crises sécuritaires, notamment dans l'Ouram et la Bakaga. Quelle action comptez-vous prendre pour établir l'école, sécuriser les zones et renforcer la formation des enseignants? Vous savez, les jeunes qui prennent des armes, c'est parce que souvent ils n'ont pas de choix. Et il faut leur proposer des choix. Ils sont plus très nombreux, hein? Il faut leur proposer des choix, de manière à ce qu'ils laissent la population vaquer à ses occupations. Et mon projet est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abris scolaires, c'est-à-dire les écoles, les petits abris en paille où les élèves sont assis par terre et tout ça. Non, il faut qu'il y ait des vraies salles de classe avec un taux d'élèves par salle de classe considérablement réduit. Nous sommes entre 100 et 200 aujourd'hui. Il faut que ce soit digeste et que les élèves soient enseignés par des vrais instituteurs et non pas par des maîtres parents. Aujourd'hui, 75% d'entre eux sont enseignés par des maîtres parents, ce qui n'est pas normal parce que ces maîtres parents sont à peine plus instruits qu'eux. Donc, il faut encourager les jeunes qui ont atteint l'université à aller dans les écoles de formation pour devenir instituteurs, pour devenir professeurs, de manière à ce que dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, il y ait de la performance, un bon niveau, et qu'il y ait enfin un accès à l'université de jeunes qui ont la capacité de faire une vraie université et de devenir des cadres de demain. L'université, il faut une nouvelle université en Centrafrique. Celle-là a été prévue pour 300 étudiants il y a 50 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a 14 000 étudiants pour la même université. Vous voyez, donc il faut carrément une nouvelle université. Et sinon, sans cela, on va entasser les jeunes dans des locaux où ils ne peuvent pas apprendre, où ils désapprennent. Et ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. Mais quelles sont les dispositions que vous allez prendre justement pour ces personnes-là qui vivent dans les zones reculées et ont peur d'aller à l'école à cause des conflits armés? Quand l'école est dans le village, ils n'auront pas peur d'y aller. Quand il faut faire 5-10 km, là, ça pose problème. Donc, il faut veiller à ce que l'enfant n'ait pas à faire des kilomètres pour aller à l'école. La sécurité sera imposée. La sécurité sera imposée. On ne peut rien faire dans l'insécurité. Donc, les questions sécuritaires, je suis clair dessus, la sécurité sera imposée pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. L'économie centrafricaine repose actuellement sur le bois, le diamant, l'or, avec une faible transformation locale. Quels leviers industriels ou fiscaux prévoyez-vous pour valoriser ces ressources sur place ici en Centrafrique? Alors, c'est théorique. L'économie centrafricaine ne repose pas sur ces produits-là, parce que si vous regardez le budget de l'État, ces produits ne contribuent que très peu aux recettes de l'État. Pourtant, ils devaient contribuer à l'économie centrafricaine. Nous avons des bois de qualité, nous avons beaucoup d'or, nous avons du diamant de qualité, l'une des meilleures qualités au monde, mais cela ne profite pas au pays. Et je veillerai à ce que l'exploitation des richesses que vous venez de citer profite au pays. Il y en a beaucoup d'autres dans le pays, le cuivre, le coltan, le fer, l'uranium. Vraiment, c'est un pays béni de Dieu. Nous nous organiserons pour que dans le domaine minier, les choses soient transparentes, les choses obéissent à la loi et qu'il y ait des vrais investisseurs dans le domaine centrafricain comme étranger qui permettent de générer beaucoup de recettes à l'État. L'or doit être transformé ici en termes de raffinerie. Il faut qu'il y ait raffinerie d'or ici. Le diamant peut être taillé en Centrafrique. Les produits agricoles, comme dans les pays environnants, peuvent être transformés. On peut faire des jus, on peut faire des boîtes de tomates, on peut faire beaucoup de choses ici. Donc la micro-industrie sera organisée en Centrafrique. Et le coton peut être transformé en paille pour les paysans, pour nos
nos paysans, les écoliers, pour faire les tenues scolaires, pour tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur place. Monsieur Dologuélé, la montée des tensions communautaires demeure un frein à la paix. Quel mécanisme national de réconciliation ou de justice transitionnelle souhaitez-vous mettre en place? En réalité, il n'y en a plus de tensions communautaires. Quand vous dites tensions communautaires, vous pensez aux chrétiens et aux musulmans. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'extrême est, sud-est de la RCA, c'est que les populations en ont eu marre que des groupes armés s'enchaînent et les écrasent sans que ni le gouvernement ni les forces des Nations Unies les protègent. Donc, ils s'autoprotègent, ce qu'on appelle les Azandi Adekébé dans le sud-est. Ce n'est pas communautaire, c'est une population qui en a marre, qui ne peut plus vaquer à ses occupations et qui s'autoprotège. Et l'État gère mal cela. Au lieu de les comprendre et d'organiser ça, on envoie les militaires centrafricains lutter contre ces populations-là. Mais il n'y a plus de tension communautaire. Donc, il n'y a pas de réconciliation entre les musulmans et les chrétiens. Il y a une nécessité de réconciliation entre les Centrafricains et l'administration centrafricaine, entre les Centrafricains et la justice centrafricaine, entre les Centrafricains et les institutions de la République, parce que tout a été dévoyé. C'est ce que je viens de vous citer, l'administration, la justice, les institutions ne sont plus neutres parce qu'on les oblige à se politiser. Et donc le Centrafricain ne s'y retrouve plus. Donc ça détruit la société. Ce qui détruit aussi la société, c'est la violence verbale, publique, officielle. Donc le Centrafricain a besoin de se réconcilier avec lui-même, de savoir qu'il a un pays, un État, des institutions qui le respectent et ça lui donnera confiance pour les respecter lui aussi. Toujours dans le domaine de sécurité, quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour réduire la présence des groupes armés qui sont toujours dans le territoire jusqu'à ce jour? Je vous l'ai dit, ça se fera de manière ferme. C'est des choses pour lesquelles je n'aurai pas à discuter. D'accord. Et dans votre programme de société, l'accent sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat, euh, comment ça va se passer? Les femmes centrafricaines sont dynamiques et souvent on les néglige. Il y a une loi qui oblige à prendre 35% de femmes dans tout ce qui est emploi, que ce soit en politique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la fonction publique, dans tous les domaines. Ce n'est pas respecté parce qu'on a habitué les jeunes femmes à penser qu'elles ne peuvent pas oser. Nous les pousserons à oser parce qu'il y a de la place pour elles. Et elles sont aussi dynamiques que les hommes. Y a-t-il un programme spécifique pour elles? Il ne peut pas y avoir de programme spécifique parce que c'est des Centrafricains comme d'autres. On fera en sorte que la loi soit respectée et qu'elle ne soit pas marginalisée. Les infrastructures sont prioritaires ici en Centrafrique. Quelles sont les dispositions que vous allez mettre en place pour améliorer ces routes-là? Parce que dans certaines zones, ce n'est pas toujours développé. Ce n'est développé nulle part. Je crois que c'est le pays où les infrastructures routières sont le moins développées. Pour faire 100 km, vous pouvez mettre 8 heures de temps, 10 heures, 12 heures de temps. Tout s'est dégradé. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique et les orages qui sont de plus en plus nombreux. C'est une absence totale de l'organisation de l'État. Je ferai en sorte qu'il y ait des structures dans toutes les régions du pays pour entretenir les routes en permanence. Les routes doivent être entretenues en permanence. Et les engins ne doivent pas quitter seulement Bangui pour aller partout. Dans chaque province, comme dans le passé, il doit y avoir des structures d'entretien routier qui permettent que chaque fois qu'il y a des dégradations, qu'il y ait réparation. Et nous avons un vaste programme pour bitumer le maximum de routes, les nationales d'abord, les routes de desserte, les voies de désenclavement du pays, et ensuite les autres.
Des organismes internationaux classent la RCA parmi les pays avec le plus de corruption. Quelles sont les mesures concrètes que vous allez mettre en place pour lutter contre ce fléau? Alors là, même ces institutions internationales sont en dessous de la réalité. Parce que je ne sais plus, le mot n'existe pas dans le dictionnaire pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui. J'ai la réputation d'être très ferme. C'est l'une des raisons pour lesquelles on m'a empêché d'être président en 2016. Je n'ai pas changé. Et à mon âge, on ne change plus. Donc je serai d'une extrême fermeté sur les questions de corruption. Alors, Monsieur Deloguélé, si vous êtes élu président de la République, durant les 100 premiers jours de votre mandat, quelles seront vos priorités? Il y en a tellement que votre question, euh, en réalité, Nous pouvons aller point par point, vous entrez dans chaque oui, sujet et nous détailler. en réalité, ce pays a besoin de respiration. C'est-à-dire, dans les 100 premiers jours, la population doit pouvoir dire « ouf ». Il faut décrisper le climat. Ça passe par beaucoup d'actions, hein, mais il faut décrisper le climat. Il faut rassurer les Centrafricains. Il faut rassurer les investisseurs qui viennent en Centrafrique. Il faut que les gens se disent, en individuel comme en entreprise, « Ah, c'est possible enfin ». Ça, ce sont les priorités. Pour arriver à ça, c'est beaucoup d'actions. Mais il faut qu'on arrive à ça dans les 100 premiers jours. Que les gens se disent, c'est possible. Qu'ils aient confiance en eux et qu'on se mette tous au travail. Et d'autres sujets par rapport à la sécurité? Je vous ai dit et j'insiste, la sécurité sera mise en place de manière très ferme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être comme ça. Et par rapport à la vie chère ici en Centrafrique? Alors, la vie chère est artificielle. La vie chère a été créée, elle est liée à la corruption. Si vous voyez le prix du carburant, on appauvrit les populations pour enrichir un groupe d'individus. Quand le prix du carburant est aussi élevé, ça a une répercussion sur tous les autres produits. Nous allons ramener le prix du carburant à un niveau acceptable. Nous allons réduire le poids qui pèse sur les populations, notamment dans le domaine de la santé, à travers une série de gratuités, notamment dans le domaine scolaire, à travers une série de gratuités, et nous allons développer le CMU, c'est-à-dire une carte mutuelle pour permettre à toutes les populations de se soigner. Donc, la réduction du coût de la vie touche tous les domaines, mais commence par le contrôle des prix, commence par des mesures pour que les produits arrivent en Centrafrique moins chers que maintenant, parce que c'est quand même un pays enclavé, et que les populations aient un niveau de revenu pour faire face à ces produits-là. Ça veut dire que vous souhaitez réduire les importations aussi venant d'autres pays? Avec le temps, si on produit sur place, si on transforme sur place, on réduira les importations de biens de consommation courante en provenance des autres pays. Si le Centrafricain peut acheter de l'huile produite localement, du savon produit localement, si on exploite notre pétrole et qu'il y a une raffinerie demain en Centrafrique. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place qui permettront que les importations ne concernent que des produits qu'on ne peut pas trouver sur place. Concernant le gouvernement en place, allez-vous changer totalement le gouvernement? C'est un autre régime. Mais j'ai une logique d'ancien banquier. C'est-à-dire que le côté partisan est édulcoré par la nécessité d'efficacité. Ça paraît compliqué quand je dis ça comme ça, mais il se peut qu'il y ait des gens compétents dans ce régime. On ne va pas les mettre de côté. Mais il se peut, pas qu'il se peut, il y a des gens compétents en dehors de mon parti politique, y compris parmi ceux qui me sont opposés. On va les chercher pour construire le pays. Alors, quelles sont les dispositions que vous allez prendre en place? Bon, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Centrafricains de vous voter le 28 décembre pour conclure cette émission? Ils ont eu le temps de m'observer,
de voir que je suis un homme sage, j'ai l'âge de la sagesse, je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un d'expérimenté et je ne fais pas de la politique pour m'enrichir. Je crois que ça, c'est suffisant pour que les jeunes et les femmes et les moins jeunes votent pour moi. Merci, Monsieur Anissé, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview depuis Bangui en Centrafrique. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.